Merci présente à cette présentation des états des lieux des communautés lesbo-queer, lesbiennes et saphiques au Canada en 2024. Je me présente Cynthia Ethéric. Je suis à la direction générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Je suis accompagnée de mes collègues Cassandra Rivet et Inès Pécoul-Cabane. Cassandra qui vient nous faire un petit coucou va gérer le chat. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez recevoir le document en PDF, Cassandra va pouvoir vous le partager. Inès, qui était la personne en charge de la recherche, va vous présenter les résultats dans quelques minutes quand je finis l'introduction. Donc, la recherche a été faite par le Réseau des lesbiennes du Québec et a été financée par le ministère Femmes et Égalité des genres. Alors, commençons. Inès, super. Donc, notre étude, notre recherche a eu a eu comme objectif central de refléter les enjeux qui touchent les communautés des femmes et des personnes avec une appartenance à la communauté lesbienne, bisexuelle, queer vivant au Canada. C'est la première recherche lesbienne lesbo-queer de cette échelle. En 5 semaines, on a été capable de rejoindre 2192 répondants et répondantes à travers toutes les provinces et territoires du Québec. Du Canada, mon Dieu. Donc, le sondage était bilingue et comme je viens de vous dire, il a été financé par le ministère Femmes et Égalité des genres. Donc, à travers cela, merci Inès du changement. Donc, les objectifs de la recherche étaient de mieux comprendre les caractéristiques sociodémographiques et les enjeux rencontrés par les femmes et personnes non-binaires queer de LGBTQIA+, au Canada. Et le second objectif était de rendre accessibles des données probantes par et pour les femmes et personnes non-binaires queer de LGBTQIA+. Également, on voulait identifier et entreprendre et comprendre les barrières systémiques vécues par les femmes et personnes non-binaires queer de LGBTQIA+, et développer des outils pour les contrer. Ensuite, on voulait développer un argumentaire scientifique pour soutenir les demandes de changement auprès des divers paliers gouvernementaux et autres instances. Et finalement, recueillir des témoignages afin de saisir les nuances et les particularités des expériences vécues. Vous allez voir, Inès va vous partager quelques témoignages. Évidemment, il y en avait énormément, donc on n'a pas pu tous les inclure dans la présentation. On ne peut pas tous les lire non plus, mais on vous invite grandement à consulter le rapport pour lire toutes ces belles expériences que les personnes ont décidé ou ont volontairement voulu les partager avec nous, ce qu'on apprécie vraiment beaucoup. Donc, je passe la parole à Inès pour les résultats. Eh bien, bonjour tout le monde et merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour nous écouter sur cette recherche si importante. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu la méthodologie pour cette enquête. Donc, nous avons commencé à élaborer le questionnaire au cours de l'hiver 2024, il y a un an à peu près, en collaboration avec un comité scientifique composé de plusieurs chercheuses et sociologues de notre réseau. Et puis ensuite, nous avons lancé notre sondage en ligne sur la plateforme SurveyMonkey, donc en avril et en mai 2024. À savoir qu'il était entièrement bilingue, comme Cynthia l'a dit, avec une version en français et une version en anglais que les personnes pouvaient choisir, soit l'une, soit l'autre, avec les mêmes questions pour chaque version, évidemment. En parallèle, nous avons fait plusieurs appels à participation sur nos réseaux sociaux et aussi sur plusieurs groupes Facebook ciblés à travers le Canada. Et au préalable, nous avions aussi établi une liste d'organisations communautaires à travers les 13 provinces et territoires du Canada. Donc des organisations qui offrent des services aux femmes et ou aux personnes LGBTQIA+, plus largement. Nous les avons ensuite contactées pour qu'elles puissent diffuser notre sondage. Cette enquête a été réalisée avec une méthodologie mixte, donc avec des questions à réponse ouverte et fermée, ce qui nous a permis de générer à la fois des données quantitatives et qualitatives. Au total, nous avions 47 questions qui sont divisées en deux parties. Une première partie qui est plutôt quantitative, qui visait plutôt à recueillir des données identitaires et sociodémographiques à travers le pays. Donc, par exemple, relatives à l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou encore le lieu de résidence, par exemple. Et dans une deuxième partie, plutôt qualitative cette fois-ci, on a investigué les discriminations systémiques vécues dans plusieurs sphères, donc l'espace public, milieu du travail, milieu médical et d'autres sphères que je vais vous expliquer par la suite. Donc le sondage est resté ouvert pendant 5 semaines au cours du printemps 2024 et lorsque nous avons clôturé l'enquête, nous comptions à peu près 2300 personnes. Une fois que nous avons éliminé les réponses jugées inappropriées, nous avons retenu officiellement 2246 réponses à travers l'ensemble du territoire canadien. Ensuite, en matière d'analyse des données, nous avons effectué des croisements de catégories afin de révéler les tendances émergentes. Donc, en fonction, par exemple, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou encore du lieu de résidence.
Et ensuite, l'analyse des données de la section qualitative a été effectuée par le biais de codage thématique. Donc cette fois-ci, les témoignages de chaque question ont été retranscrits dans des tableaux et des étiquettes descriptives ont été attribuées à chaque citation. Puis ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons regroupé ces étiquettes-là pour identifier les thèmes émergents dans chaque section. Alors, comme dans toute recherche, malheureusement, nous avons fait face à certaines limites. Une première limite, étant donné que notre organisme est basé au Québec, on a une surreprésentation des personnes provenant de cette province comparativement au reste du Canada. Et nous avons aussi un très faible pourcentage de personnes racisées et de personnes issues de l'immigration, ce qui a quand même constitué une limite non négligeable pour l'analyse des données ensuite. Donc, malgré quelques différences et variations entre les provinces et territoires, cette enquête révèle globalement quelques similarités dans les enjeux qui sont vécus par les femmes et les personnes lesbo-queer à travers le Canada. Donc, par exemple, on a une quasi-absence d'espace pareil pour les femmes et les personnes lesbo-queer, ce qui va aussi de pair avec une faible présence des femmes et des personnes saphiques dans les espaces LGBTQIA+, en général. On a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de lesbophobie, d'agression et du sexisme vécu dans les espaces publics, dans la sphère médicale et dans le milieu scolaire. Et enfin, un dernier aspect général, c'est qu'il y a un haut taux d'enjeux de santé mentale, de neurodivergence, de handicap invisible et de violences sexuelles au sein des communautés saphiques. Donc, pour vous donner quelques chiffres généraux en matière de répartition en fonction du lieu de résidence, comme je l'ai dit, nous avons recueilli environ 2200 réponses à travers l'ensemble du territoire. Le sondage en anglais nous a permis d'avoir 1515 réponses et celui en français 677. Et quand on regarde la répartition, on voit que le Québec est en première position avec 45% des réponses. L'Ontario vient en deuxième position avec 20%. Et puis ensuite, nous avons l'Alberta et la Colombie-Britannique qui ont respectivement environ 9%. Donc quand on regarde l'échantillon francophone du sondage, les réponses provenaient majoritairement du Québec à 95%, comme c'était prévisible, suivi de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de 7 autres provinces et territoires. Par contre, quand on regarde l'échantillon anglophone, celui-ci est très diversifié. On a une majorité des réponses qui nous proviennent de l'Ontario à hauteur de 28%. Ensuite, nous avons le Québec avec 23% des réponses. Et ensuite, nous avons la Colombie-Britannique, l'Alberta, encore une fois, qui ont respectivement 13% des réponses. Alors, malgré la prépondérance anticipée du Québec, nous trouvons que les réponses reflètent assez bien la répartition démographique à travers le pays. En plus des provinces et des territoires, nous avons aussi interrogé les personnes par rapport à leur lieu de résidence, donc par exemple qu'il s'agisse d'une grande ville, d'une ville de taille moyenne ou encore d'un milieu rural. Et là, les données obtenues reflètent aussi à peu près la répartition géographique par province et reflètent aussi une certaine diversité en fonction des territoires. Par exemple, au Québec, on remarque que la majorité des individus semblent vivre plutôt à Montréal. Quand on regarde les chiffres en anglais, 61% vivent à Montréal, alors qu'en français, 45%. Donc on remarque déjà que l'échantillon francophone est quand même plus diversifié que l'échantillon anglophone. Par exemple, 12,5% des individus vivent dans la ville de Québec. Et par la suite, nous avons aussi 13% qui vivent soit dans un centre urbain de taille moyenne, soit dans un grand centre urbain. On remarque aussi une assez grande diversité en Colombie-Britannique, où 27% des individus vivent à Vancouver, suivi de 25% dans un grand centre urbain. Et puis ensuite, nous avons environ 18% des individus qui vivent soit dans un grand centre, dans un petit centre urbain, soit dans un centre urbain de taille moyenne, pardon. Et puis enfin, pour vous donner quelques chiffres supplémentaires, en Ontario, on a remarqué que la moitié des individus à peu près semblent vivre en dehors des grandes villes que sont Toronto et Ottawa, même si Toronto, on a 34% de réponses et Ottawa 17%. Pour l'autre moitié, on a 26% des individus qui vivent dans un grand centre urbain. Et puis ensuite, nous avons environ 10% des individus qui vivent respectivement soit dans un petit centre urbain, soit dans un centre urbain de taille moyenne. Pour poursuivre avec des résultats quantitatifs, en matière d'auto-identification en ce qui concerne l'orientation sexuelle, nos résultats reflètent quand même une certaine diversité à travers le pays. Sachant que notre sondage permettait bien sûr aux répondants et répondantes de sélectionner une ou plusieurs orientations sexuelles dans le but de respecter leur identité. Et pour approfondir l'analyse, nous avons effectué plusieurs croisements de catégories, donc avec la langue et l'âge. Donc si on commence par la langue, on remarque que ce soit en français ou en anglais, l'appellation lesbienne reste majoritaire dans les deux cas, 57% en français et 40% en anglais. La deuxième appellation la plus choisie, c'est plutôt bisexuel, avec presque 20% en français, alors qu'en anglais, c'est plutôt l'appellation queer, avec 31,5%. Quant à elle, la troisième appellation la plus choisie, c'est plutôt queer en français, avec 14,5%,
alors qu'en anglais, c'est plutôt l'appellation bisexuel avec 25,5%. Et enfin, la quatrième appellation la plus choisie, c'est la même dans les deux versions du sondage, pansexuel, 14% en français et 19% en anglais. Donc on remarque déjà qu'il y a quand même des différences intéressantes en fonction de la langue parlée et des différences entre les appellations qui ont été choisies par les communautés francophones et anglophones. Par exemple, on remarque déjà que l'appellation lesbienne semble beaucoup plus populaire parmi les populations francophones comparée aux anglophones, alors qu'au contraire, l'appellation queer est 2 fois plus populaire en anglais qu'en français. Et pour essayer d'analyser et de comprendre rapidement ces différences, il nous semblait aussi important de rappeler que le terme queer s'est intégré plus tardivement dans les médias francophones au Québec. Et donc l'identité queer serait davantage associée par les francophones à une certaine identité anglo-américaine. En tout cas, c'est ce que certaines recherches démontrent, notamment certaines recherches menées par Julie Podmore, que nous citons évidemment dans le rapport de recherche. Je vous ai parlé tantôt aussi de l'âge. Donc, on remarque des différences générationnelles importantes en fonction de l'âge. Par exemple, ici, dans les communautés anglophones, on constate une baisse graduelle de la proportion d'identification lesbienne en lien avec l'âge. Et à contrario, on constate que l'identification queer est beaucoup plus prisée auprès des plus jeunes générations. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une tendance plus élevée des plus jeunes générations à privilégier le terme queer et, et de celles des plus âgées, pardon, à s'identifier comme lesbiennes. Donc là, on le voit bien avec les chiffres sur l'écran. Entre 70% et 80% des boomers à peu près s'identifient comme lesbiennes, contre environ 40% de la génération Z. Et au contraire, très peu de boomers s'identifient comme queer, seulement 7%, alors que 31% de la génération Z et presque 40% des millennials s'identifient comme tels. Alors, comme avec l'orientation sexuelle, en matière d'identité de genre, on retrouve une certaine diversité assez importante. Et dans les deux versions du sondage, que ce soit en français ou en anglais, l'appellation femme cisgenre est la première appellation la plus choisie, 55% en français et 45% en anglais. La deuxième appellation la plus choisie, c'est plutôt non-binaire en anglais avec 23% des résultats, alors qu'en français, on est plutôt avec femme queer autour de 17,5%. Et enfin, la troisième appellation la plus choisie, c'est plutôt non-binaire avec 14% en français, alors qu'en anglais, on revient avec femme queer avec 17% des résultats. Et là, encore une fois, on remarque des différences en fonction de la langue parlée. Par exemple, dans les contextes anglophones, on remarque que l'identification non binaire est davantage utilisée que dans les contextes francophones. Pour conclure ce volet auto-identification, pardon, nous avons aussi voulu connaître la proportion de personnes racisées au sein de notre échantillon. Et comme je le disais plus tôt, malheureusement, ça constitue une des limites de notre enquête, puisque nous avons seulement 13% de personnes racisées dans notre sondage. Parmi les personnes s'identifiant comme autochtones, nous avons aussi interrogé ces personnes-là vis-à-vis de la bispiritualité. Et donc parmi ces personnes, presque la moitié, soit 48%, s'identifient comme bispirituels. Enfin, une dernière donnée intéressante, ça concerne les personnes intersexes. On a environ 3% de personnes intersexes dans notre sondage, ce qui représente 70%, 70 personnes, pardon. Ensuite, pour commencer ce profil sociodémographique, au niveau de l'âge, on a une majorité des répondants et répondantes qui se situent dans les générations plus jeunes. Par exemple, 47% sont nés entre 1980 et 2000 et 24% à partir de 2000. Toutefois, nous avons quand même 20% de répondants et répondantes nés entre 1965 et 1979 et 9% avant 1965. Donc, on constate que c'est quand même un échantillon assez jeune parce que 71% des personnes sont nées à partir de 1980, même si l'âge des personnes varie entre 15 et 83 ans. D'autre part, on a aussi pu constater que notre échantillon de recherche est très éduqué. Effectivement, on peut voir que les individus ont en moyenne un niveau d'éducation élevé, puisque 64% de notre échantillon détiennent un diplôme de cycle universitaire et seulement 15% des répondants et répondantes détiennent uniquement un diplôme de niveau secondaire ou primaire. On a aussi voulu connaître la situation financière des individus concernés. Et là, les données ne sont pas aussi positives, malheureusement, puisque presque 40% d'entre eux qualifient leur situation de serrée ou précaire. Presque une personne sur quatre se décrit comme financièrement à l'aise avec un surplus, alors que 36% décrit sa situation comme adéquate. Afin de mieux creuser le lien entre niveau d'éducation et situation financière, on a choisi de croiser ces deux catégories-là. Et les données nous révèlent un constat assez révélateur, c'est que malgré un taux d'éducation élevé dans des communautés saphiques, les salaires ne suivent pas toujours la même tendance. En effet, notre enquête révèle un taux d'adéquation assez faible entre le niveau d'éducation complété et la situation financière. Par exemple, les personnes qui ont terminé un baccalauréat seraient les plus financièrement à l'aise par une petite marge,
alors que par rapport à des personnes titulaires d'une maîtrise, par exemple. On a aussi quelques données à propos de la santé mentale, de la violence sexuelle, de la neurodivergence et du handicap. Donc pour débuter avec la santé mentale, plusieurs recherches démontrent bien que les femmes bisexuelles, lesbiennes et queer courent un risque élevé de souffrir d'enjeux de santé mentale par rapport aux femmes hétérosexuelles, notamment un risque encore plus élevé chez les femmes bisexuelles, et ce, en raison du stress de minorité qui est vécu au sein de nos communautés. En effet, notre sondage démontre qu'une majorité des individus ont déclaré avoir des enjeux de santé mentale, diagnostiqués ou pas, à hauteur de 66%. En ce qui concerne la neurodivergence, on remarque que l'importance de l'intersection entre la neurodivergence et les identités LGBTQIA+, s'observe. En effet, plus de 50% des personnes s'identifient comme neurodivergentes, diagnostiquées ou non d'ailleurs. 20% des répondants et répondantes se sont autodiagnostiqués et 11,5% mentionnent ne pas savoir si elles sont neurodivergentes ou pas, ce qui démontre de possibles barrières d'accès à des suivis médicaux. Concernant le handicap, on a un important pourcentage qui mentionne être en situation de handicap invisible, donc autour de 37,8%, et 5% qui ont un handicap visible. Et ensuite, en ce qui concerne la violence sexuelle, là, on a des chiffres assez dramatiques, puisque le taux de violence sexuelle est très élevé. Environ 67% des individus, soit 2 personnes sur 3, reportent avoir vécu de la violence sexuelle au moins une fois dans leur vie, sachant que pour la moitié de l'échantillon total, la violence sexuelle s'est répétée à plusieurs reprises. Évidemment, ces chiffres dramatiques sont révélateurs de l'ampleur des violences sexuelles qui sont expérimentées par les femmes et les personnes lesbo-queer au sein de nos communautés. Et à savoir qu'au Canada, environ 30% de toutes les femmes âgées de 15 ans et plus auraient été agressées sexuellement en dehors d'une relation intime, au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, selon Statistique Canada. Les femmes bisexuelles rapportent aussi des taux de violence sexuelle élevés comparativement aux femmes lesbiennes et hétérosexuelles. Dans une autre section, nous avons interrogé les participants et participantes concernant leur perception vis-à-vis du climat social pan-canadien, donc notamment l'ouverture face à la diversité sexuelle et face à la diversité de genre. Et d'ailleurs, on remarque une différence assez intéressante entre ces deux variables. Par exemple, près d'une personne sur trois qualifie le climat d'ouverture par rapport à la diversité de genre comme hostile, autour de 35%, un chiffre qui est significativement supérieur à celui de la diversité sexuelle, où on est plutôt autour de 14%. Aussi, davantage de personnes qualifient l'ouverture à la diversité sexuelle de passable, autour de 28%, par rapport à la diversité de genre, où on est plutôt à 17%. Et enfin, dans les deux cas, on remarque qu'un pourcentage non négligeable considère que le climat social est de moins en moins tolérant. Donc on est à autour de 24% pour la diversité sexuelle et 30% pour la diversité de genre. Et évidemment, ces chiffres font directement écho au contexte politique dans lequel nous vivons actuellement, un contexte de montée de la haine et de l'extrême droite. En plus du contexte politique, nous avons aussi voulu connaître la perception du sentiment de sécurité au sein du lieu de vie des participants et participantes. Alors, bonne nouvelle, celle-ci est notée de manière très positive dans la majorité des provinces. On remarque qu'une moyenne de 83,5% mentionne tout à fait ou plutôt oui dans l'ensemble du pays. Cependant, on remarque une nette différence en Alberta où ce chiffre descend à 64% et presque une personne sur trois ne se sentirait pas en sécurité dans cette province. À savoir que l'ensemble des données qu'on vous présente ici datent du printemps 2024, autrement dit avant l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et que si par exemple nous étions amenés à refaire cette enquête d'ici quelques mois avec les élections du Premier ministre canadien, ces chiffres-là seraient sans doute très différents et beaucoup plus pessimistes, malheureusement. Toujours à propos de l'Alberta, on a recueilli plusieurs témoignages dans notre sondage par rapport au climat hostile. Donc je vous cite par exemple, il n'est pas sur l'écran, mais je vous cite par exemple un témoignage. Le nord de l'Alberta fourmille de discrimination conservatrice anti-LGBTQIA+, la population y est dangereuse. On a aussi eu la Saskatchewan qui est revenue à quelques reprises comme étant sujette à une montée de la haine, pardon. Là encore, je vous cite un commentaire. Saskatoon traverse actuellement une période de changement, la haine augmente et les personnes qui se rassemblaient fièrement doivent désormais se déplacer avec plus de précautions. En ce moment, c'est surtout la jeunesse qui subit le plus de réactions négatives. Donc, ces variations entre les provinces et territoires constituent quand même un axe assez intéressant dans notre enquête. Et ça nous permet également de faire le lien avec un autre aspect central dans notre étude, autrement dit, la sphère de l'espace public. L'espace public est un lieu où diverses formes de discrimination peuvent avoir lieu, donc sous la forme d'agression sexuelle, d'agression physique ou verbale, par exemple. Et nous avons souhaité analyser cela dans une perspective intersectionnelle. À savoir que dans cette sphère-là, il y a deux sections distinctes. D'une part, nous avons investigué les violences discriminatoires vécues dans l'espace public, et d'autre part,
plutôt la présence des femmes et des personnes lesbo-queer par le biais d'événements communautaires et aussi la présence d'espaces par et pour. Donc, dans un premier temps, je vais plutôt vous présenter la section violence dans les espaces publics que nous pouvons déjà résumer avec les mots-clés que vous voyez sur l'écran. Donc, par exemple, agression verbale, physique, sexuelle, fétichisation, hypersexualisation des couples lesbiens ou encore invalidation de la sexualité lesbienne et lesbo-queer. Puis, dans un second temps, je vais plutôt vous parler de la visibilité communautaire des femmes et des personnes lesbo-queer et aussi des espaces par et pour. Et encore une fois, on voit certains mots-clés sur l'écran qui correspondent à ça. Donc, misogynie et surreprésentation des hommes gays, manque de ressources et de financement, ce qui explique donc l'absence de bars lesbiens et d'espaces permanents, et aussi l'invisibilisation des femmes et des personnes lesbo-queer. Donc, pour démarrer avec la section violence dans l'espace public, il est important de rappeler que le harcèlement public touche particulièrement les femmes. En effet, selon Statistique Canada, une femme sur trois aurait subi des comportements sexuels non désirés, physiques ou verbaux, dans les espaces publics. Et les femmes et personnes lesbo-queer qui s'affichent en couple lesbien et les personnes non conformes au genre aussi, sont à risque d'agression additionnelle. D'après notre enquête, plus de la moitié, donc soit 52%, pardon, des individus ont rapporté avoir vécu des discriminations en public basées sur le sexisme et 44% rapportent des discriminations sur la base de l'orientation sexuelle. On a aussi une part importante de personnes identifiées comme non conformes au genre et ou trans qui ont vécu des discriminations en public liées à leur expression de genre et ou à leur transidentité, donc environ une personne sur trois. Ces chiffres très élevés peuvent notamment s'expliquer au regard de l'aspect moins réglementé des espaces publics, ce qui ouvre la porte aussi des agressions anonymes et violentes. On a aussi reçu 718 témoignages qualitatifs concernant cette sphère-là, et ces derniers illustrent plusieurs éléments, dont l'intersection entre le sexisme et l'homophobie, autrement dit la lesbophobie, à travers une agressivité plutôt importante envers les femmes et les personnes non conformes au genre. On retrouve par exemple énormément de témoignages relatant des commentaires sexuels inappropriés de la part d'hommes, ce qui reflète aussi la fétichisation des sexualités lesbo-queer et l'hypersexualisation des corps des femmes, comme vous le prouve la citation en bleu à l'écran. On remarque aussi qu'une certaine agressivité se dénote dans les commentaires verbaux envers les personnes qui sont perçues comme lesbiennes dans l'espace public, et nombreuses ont été les mentions d'insultes comme dyke et sale lesbienne, d'après nos commentaires dans l'enquête, ce qui produit évidemment un climat permanent d'insécurité. Et en plus des agressions verbales, plusieurs témoignages font état d'agressions physiques, malheureusement, assez souvent à connotation sexuelle. On a aussi remarqué une certaine hostilité à l'égard des personnes non conformes au genre qui a été rapportée dans notre enquête. Donc, c'était plutôt une curiosité doublée de dégoût et d'agressivité qui se manifestait à l'égard de ces personnes-là. Et ce type d'agression avait souvent lieu dans plusieurs espaces fréquentés au quotidien. Par exemple, les toilettes sont revenues assez fréquemment. Ce type d'agression, d'ailleurs, est souvent teinté de sexisme et ou de transphobie. Et là, c'est la citation violée qui vous l'indique bien. On a aussi d'autres témoignages qui évoquent un autre phénomène particulier dans l'espace public. C'est le fait que les expressions d'affection lesbienne sont souvent considérées comme étant inappropriées et ne devant pas faire partie des comportements visibles dans les lieux publics. Donc là, par exemple, je vous cite un extrait très révélateur. Une mère qui cache les yeux de ses enfants tout en nous criant des insultes lorsque j'embrassais ma blonde. D'autre part, on peut quand même considérer que l'espace public peut être un lieu où nos communautés se rassemblent et affirment leur visibilité, notamment dans des espaces par et pour, comme les bars, les librairies ou des cafés, par le biais d'événements communautaires. La présence lesbienne et lesbo-queer et les espaces saphiques sont au cœur de nos préoccupations, on le sait bien. Malheureusement, les lieux pour femmes ou personnes lesbo-queer dans les espaces dominants LGBTQIA+, sont quasiment inexistants, et la présence des femmes est souvent faible comparativement à celle des hommes gays. Donc, nous avons voulu connaître la perception de la présence des femmes et des personnes lesbo-queer dans les associations, les événements et ou les espaces LGBTQIA+, du lieu de résidence. Et aussi la perception des espaces par et pour les lesbiennes et les personnes lesbo-queer. Les résultats d'ailleurs nous révèlent une perception globale d'une visibilité plutôt moyenne au sein des communautés LGBTQIA+, et une quasi-absence de lieux par et pour les femmes et les personnes lesbo-queer à travers le pays. Donc ici, on peut voir que presque 43% des personnes considèrent que la présence des femmes et des personnes lesbo-queer dans l'espace communautaire de leur ville est peu visible, voire inexistante. Et 40% considèrent que cette présence est moyennement visible. Et malheureusement, seulement 10% considèrent que cette présence est très visible dans leur lieu de résidence. En ce qui concerne les espaces, presque 72% des individus estiment que les espaces par et pour sont peu présents, voire même inexistants dans leur lieu de résidence. Concernant cette visibilité communautaire, on remarque quelques différences et variations en fonction des provinces.
Donc, on a déjà des résultats plutôt négatifs au Québec, en Saskatchewan et à l'île du Prince-Édouard, où dans ces provinces, la majorité des individus, donc au moins 50%, estiment que la présence des femmes et des personnes lesbo-queer est peu visible, voire même inexistante. Et au contraire, on a seulement une minorité qui estime que cette présence communautaire est très visible. Donc, on est autour de 11,5% en Saskatchewan, 14,3% à l'île du Prince-Édouard et 6,6% au Québec. On a des résultats un petit peu plus encourageants, mais pas trop non plus, en Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et au Yukon, où là, la majorité des personnes, donc au moins 50%, considèrent que la présence des femmes et des personnes lesbo-queer dans leur ville est moyennement visible. En ce qui concerne les espaces par et pour, on a des résultats plutôt pessimistes au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Donc, par exemple, au Nouveau-Brunswick, la moitié des individus trouvent que les espaces par et pour sont inexistants. Et à l'île du Prince-Édouard, ce chiffre monte jusqu'à 64%, ce qui est quand même très inquiétant. Et j'ai aussi remarqué que dans ces deux provinces, aucune personne ne considère que les espaces par et pour sont très présents. Un constat un petit peu plus optimiste en Ontario, où seulement un quart des personnes trouvent que les espaces par et pour sont inexistants. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire en la matière. Nous avons aussi collecté 688 témoignages qualitatifs par rapport à la présence lesbienne, lesbo-queer et donc la visibilité communautaire, et 703 en ce qui concerne les espaces. Ils nous permettent d'illustrer plusieurs phénomènes, comme par exemple la prépondérance des hommes gays dans les espaces queer, et certains commentaires font même état d'une hostilité au sein de ces espaces, notamment en raison du sexisme et de la lesbophobie qui sont perpétués dans ces communautés. D'autre part, on remarque évidemment l'absence d'espaces lesbiens et lesbo-queer à travers le pays, et notamment la disparition de bars lesbiens. Par exemple, une lesbienne âgée nous raconte cela à propos de Montréal. Il y avait beaucoup d'endroits dans les années 80 et 90, bars, librairies, cafés, l'école Guilford. Il n'y a malheureusement rien de tout ça aujourd'hui. D'ailleurs, d'après notre enquête, la plupart des événements de nos communautés sont davantage ponctuels et éphémères. En effet, une majorité des événements lesbo-queer sont rendus possibles grâce à des petits collectifs et seulement pour une durée limitée. Une autre problématique, ça concerne aussi l'intégration au sein de tels espaces, parce que, en effet, d'après nos commentaires, il peut être difficile d'intégrer des espaces lesbiens, contrairement à des espaces plus faciles d'accès comme les villages gays, par exemple. Et c'est souvent la dimension informelle des réseaux lesbiens qui est évoquée, et ça peut rendre les rencontres plus difficiles au sein de tels espaces, lorsqu'ils existent. L'absence de lieu de rassemblement fixe au profit de l'organisation en réseau privé ou au sein d'organismes aussi d'ailleurs, est l'un des facteurs qui peut expliquer ce type de dynamique. En outre, on a aussi des enjeux d'accessibilité qui ont aussi été mentionnés dans notre sondage, donc que ce soit par exemple au niveau de l'âge, du statut socio-économique, du lieu d'habitation, du handicap ou de l'appartenance racisée, pardon. Par exemple, plusieurs lesbiennes âgées soulignent par exemple un isolement particulier, et divers témoignages évoquent aussi des enjeux de capacitisme, de racisme ou encore de biphobie. Par exemple, je vous cite l'extrait suivant. En tant que bisexuelle, je ne me sens pas toujours la bienvenue dans les endroits ou événements pour les femmes non-binaires, lesbo-queer. Face à ces défis, nous avons quand même constaté la force et la résilience des communautés et des réseaux lesbo-queer qui s'organisent afin de s'affirmer dans la sphère publique et qui s'expriment aussi à travers le virtuel via les médias sociaux, par exemple. Dans une autre section de l'enquête, nous sommes penchés sur les discriminations vécues dans la sphère médicale. Et là, près d'une personne sur trois considère avoir vécu de la lesbophobie dans la sphère médicale, ainsi qu'une personne sur deux qui rapporte avoir vécu du sexisme. On remarque aussi que la transphobie et les discriminations vécues sur la base de l'identité de genre sont fréquemment rapportées, autour de 28%. Et nous avons aussi recueilli 777 témoignages qualitatifs qui nous permettent aussi de mieux comprendre l'ampleur des discriminations vécues dans cette sphère. Donc, dans cette sphère médicale, l'enjeu majeur qui revient souvent, c'est le fait que la sexualité lesbienne est souvent invalidée par le personnel de santé, notamment à travers la présomption d'hétérosexualité. Et ces biais connectifs impactent malheureusement la qualité des soins prodigués. De plus, nous avons aussi recueilli certains témoignages qui révèlent des commentaires inappropriés de la part des professionnels de la santé, que ce soit par le biais, par exemple, de stéréotypes, de préjugés, de questions intrusives ou encore la crainte liée à l'outing, pardon. Donc, autrement dit, la révélation non consentie de son orientation sexuelle. Et plus que des interactions maladroites et inconfortables, certains et certaines professionnels de la santé refusent l'accès aux soins par méconnaissance des enjeux de nos communautés. Par exemple, certains commentaires nous disaient que certains médecins ne reconnaissaient pas le fait que les infections transmissibles sexuellement et par le sang concernent les communautés de femmes LGBTQIA+, souvent sous prétexte qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel avec des hommes cisgenres.
Donc, cette hétéronormativité vécue par les femmes et les personnes lesbo-queer est étroitement liée à l'hétérosexisme, bien sûr. Et cette double discrimination les place dans une intersection particulière qui est liée à la fois à leurs relations amoureuses, leur sexualité et leur corps. Diverses personnes évoquent aussi des attitudes paternalistes de la part des professionnels de la santé. Et là, c'est la citation en jaune qui vous le prouve bien aussi. On a malheureusement aussi reçu des témoignages relatant de la grossophobie, qui est également un problème récurrent dans la sphère médicale, donc souvent par le biais d'interactions inappropriées entre le personnel de santé et la patientèle, ce qui peut évidemment avoir des incidences négatives sur la santé. Aussi, un grand nombre de témoignages expriment des discriminations liées à l'identité de genre. Par exemple, les identités non binaires sont systématiquement invalidées d'après nos commentaires, et aussi des expériences de transphobie ont été relatées malheureusement. Finalement, un dernier aspect majeur dans cette section de l'enquête concerne la banalisation de la douleur des femmes et des personnes lesbo-queer. En effet, une large proportion des personnes interrogées ne s'est pas sentie prise au sérieux lorsque elle a exprimé sa douleur auprès de l'équipe médicale. La présence de préjugés sexistes dans la sphère médicale, combinée aussi à un manque de connaissances sur la santé des femmes, entretiennent cette inégalité des soins et tendent aussi à minimiser la douleur physique et mentale des femmes, ce qui, in fine, nous mène à la négligence médicale. Par exemple, je vous cite l'extrait suivant. Ne jamais me faire prendre au sérieux pour un problème d'endométriose jusqu'à ce que mon médecin de famille soit une femme. Me faire dire que mes problèmes de douleur menstruelle étaient dus à mon surpoids. Ce qui fait aussi le lien avec la grossophobie que je vous ai mentionné juste avant. D'autre part, nous nous sommes aussi intéressés aux discriminations vécues dans la sphère de travail, où là, quasiment la moitié des individus expriment avoir vécu des épisodes de sexisme dans leur milieu socio-professionnel, et une personne sur trois des épisodes de lesbophobie, de biphobie et de queerphobie. On a aussi reçu 741 témoignages qualitatifs sur la question, ce qui nous permet de mieux comprendre les dynamiques discriminatoires au travail. Tout d'abord, la présence de sexisme au travail revient fréquemment dans l'ensemble des témoignages. Donc, par exemple, le manque de reconnaissance de l'expérience professionnelle et de l'expertise des femmes par les pairs, qui a été évoqué à plusieurs reprises. On remarque aussi une sorte de réglementation de la féminité, donc ce qui évoque la pression sociale par rapport à l'apparence, autrement dit la performance de la féminité pour être plaisante pour le regard masculin. Pour les femmes et les personnes de la diversité sexuelle, ces expériences de sexisme se combinent à des enjeux d'homophobie aussi. Donc, autrement dit, la lesbophobie et la biphobie, qui représentent des sources additionnelles de discrimination. Et là, j'ai deux extraits qui sont particulièrement pertinents pour cela. Par exemple, je vous cite, tous mes collègues ont refusé de travailler avec moi après avoir découvert que j'étais lesbienne. Ou encore un autre extrait, dans un de mes emplois, un de mes collègues me disait que je ne pouvais pas savoir si j'étais une lesbienne si je n'avais pas essayé les hommes. Bon classique. On a aussi reçu des commentaires hostiles. Nous avons aussi constaté que ces commentaires hostiles en milieu de travail peuvent créer des environnements insécurisants, poussant certaines personnes à rester au placard. D'autres personnes ont également évoqué la curiosité intrusive et la fétichisation de la part de pairs au travail, ce qui donc illustre à la fois une invalidation de la sexualité lesbienne et lesbo-queer, qui n'est pas considérée comme sérieuse, et une objectification du corps des femmes. Donc nous avons plusieurs résultats intéressants dans cette sphère, mais si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille vivement de consulter les travaux de la sociologue Émilie Morand, qui a notamment écrit un livre entièrement dédié aux discriminations lesbophobes et sexistes dans la sphère du travail. Une autre sphère qui a retenu notre attention pour cette enquête, concerne le milieu éducatif et scolaire. Là, les expériences de discrimination sont non négligeables dans la sphère scolaire, puisque une personne sur trois estime avoir vécu une situation discriminatoire à caractère sexiste, tandis qu'une personne sur quatre a déjà été discriminée en raison de son orientation sexuelle. On a aussi reçu environ 516 témoignages qualitatifs, ce qui nous permet de mieux appréhender les discriminations dans ce milieu. En effet, selon certaines personnes, certains membres du corps enseignant peuvent détourner les identités queer vers la pathologie et contribuer aussi à faire de l'hétérosexualité une norme dans les pratiques éducatives. Ce faisant, un climat LGBT-phobe règne dans certaines écoles, qui repose à la fois sur un postulat hétérosexuel et aussi un effacement des communautés LGBTQIA+. Certaines personnes restent au placard pour des raisons de sécurité, et malheureusement, nous avons reçu des témoignages rapportant des agressions ou encore du harcèlement scolaire. On a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup d'expériences de sexisme qui ont été rapportées dans le sondage, que ce soit à propos de l'apparence physique et des compétences intellectuelles des filles, par exemple, qui subissent souvent des commentaires désobligeants. On a aussi remarqué l'hypersexualisation de leur corps qui est assez forte dans les témoignages, notamment par rapport aux normes vestimentaires.
Enfin, on a pu voir que certains témoignages relataient la banalisation des violences sexuelles dans cette sphère-là, et aussi la culpabilisation des victimes et la minimisation des actes d'agression. Donc là, j'ai deux citations intéressantes sur le sujet. Par exemple, un professeur d'art plastique à mon école secondaire était réputé pour donner des meilleures notes aux filles qui avaient de plus fortes poitrines, pardon. Ou encore, se faire dire ma belle et ne pas me prendre au sérieux par le professeur alors que mon collègue homme est un élève remarquable sans rien faire de plus que moi. L'avant-dernier aspect de notre enquête concerne les discriminations vécues dans la sphère religieuse. Et là, plusieurs témoignages expriment une violence discriminatoire à l'égard des communautés LGBTQIA+, notamment par le biais d'un discours conservateur et de pratiques hostiles. Ici, presque une personne sur trois a déjà vécu une situation discriminatoire en raison de son orientation sexuelle, et 20% des individus ont déjà vécu une discrimination à caractère sexiste. En effet, la sphère religieuse a suscité beaucoup de témoignages pour souligner notamment le manque d'ouverture d'esprit et la présence de discours intolérants dans ce milieu, qu'ils soient sexistes ou LGBT-phobes, entre autres. Historiquement, les membres des communautés LGBTQIA+, ont été qualifiés comme étant des personnes malades, du fait de leur orientation sexuelle, entre autres, et donc peu de lieux de culte ouvrent leurs portes à ces communautés. Donc par exemple, le témoignage ici est assez éclairant. Ayant grandi dans une communauté catholique, il y en a trois à raconter. Se faire dire que tu passeras l'éternité en enfer, ça marque des jeunes personnes. En effet, le fait de rendre pathologiques les identités LGBTQIA+, reste l'un des principaux obstacles à l'élimination des comportements discriminatoires à l'égard de nos communautés. Et les institutions religieuses ont d'ailleurs élaboré des thérapies de conversion destinées à faire basculer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou encore l'expression de genre des personnes. Malheureusement, certaines personnes ont connu des pressions familiales ou sociales, les poussant à résoudre ce mal homosexuel, entre guillemets. D'autres personnes ont même dû renoncer à leur institution après avoir fait leur coming out, afin d'échapper à ces thérapies de conversion et à la mentalité patriarcale dans les institutions. Par exemple, le commentaire suivant, qui vous cite: j'ai grandi dans une famille religieuse où l'homosexualité était considérée comme non naturelle. Des prêtres ont déjà tenté de me raisonner pour que je change d'orientation sexuelle. Néanmoins, de plus en plus d'institutions religieuses manifestent la volonté d'accueillir toutes les communautés, dans le but de créer des espaces où les gens se sentent valorisés et soutenus au travers de leur foi. Et d'ailleurs, dans notre sondage, les institutions les plus citées sont l'Église unie et l'Église unitarienne. Le sentiment d'appartenance et les expériences positives vécues au sein de ces entités religieuses sont très forts, ce qui laisse place à de l'espoir pour les individus de nos communautés. Finalement, une dernière sphère très importante à nos yeux concerne la représentation culturelle et médiatique de nos communautés. En interrogeant les perceptions autour de la qualité et de la quantité de représentation fictionnelle des personnes lesbiennes, lesbo-queer et du lesbianisme, nous avons pu voir qu'elles sont majoritairement considérées comme peu visibles, à hauteur de 59%, et limitées, stéréotypées, autour de 54%. On a aussi recueilli 427 témoignages qualitatifs sur le sujet, qui nous permettent d'affirmer le fait suivant. Les représentations existantes sont décrites comme homogènes, peu diverses et formatées pour plaire au grand public, tout en étant insuffisantes en termes de quantité. Ainsi, les représentations lesbiennes dans les médias de fiction, comme la télévision par exemple, sont formatées pour plaire au grand public et au regard masculin, souvent en demeurant très féminines. D'ailleurs, plusieurs personnes soulignent aussi l'absence de représentation butch ou masculine, ou racisée, ou encore issue de différents milieux socio-économiques. Par exemple, deux citations sont très éclairantes sur le sujet. Pas assez de diversité d'expression de genre, les lesbiennes sont acceptables si elles sont féminines. Ou encore, il y a un manque de diversité culturelle de personnages non binaires et de personnages trans non hétérosexuels. Ce manque de diversité des représentations existantes est directement lié aux normes restrictives qui sont perpétuées dans nos sociétés et le modèle dominant qui l'accompagne. Donc évidemment qu'il s'agisse de minceur, de féminité, de blanchité ou encore de jeunesse. Malgré une augmentation graduelle de la représentation lesbo-queer dans les médias, elle demeure assez restrictive et encadrée par ces codes limités, surtout pour les personnes bisexuelles non conformes au genre ou encore pour les personnes racisées. Cependant, on a aussi recueilli certains témoignages qui expriment une forme de progrès vis-à-vis des représentations culturelles au fil des années, que ce soit en termes de quantité et aussi de complexité de la représentation. Et on retrouve un constat à peu près similaire en ce qui concerne les représentations médiatiques. En effet, nous avons examiné la connaissance de figures lesbiennes ou queer publiques, et la très grande majorité des personnes mentionnent connaître au moins quelques-unes ou beaucoup de personnalités publiques ouvertes. On est autour de 86%. À propos de cette question, on a aussi recueilli 463 témoignages qualitatifs qui mettent en avant l'importante incidence de cette représentation publique. Donc, par exemple, la citation en bleu vous le prouve bien. Le fait que les politiciens sortent du placard fait toujours fait toujours une énorme différence. La lettre d'information de mon député local, par exemple, contient régulièrement des photos d'elle-même et de son épouse à l'occasion de divers événements communautaires.
Ainsi, notre recherche permet de réaffirmer l'importance de la visibilité et de représentation pour nos communautés, d'où la nécessité aussi de soutenir et de valoriser certaines initiatives comme la journée de visibilité bisexuelle ou encore la journée de visibilité lesbienne qui s'en vient bientôt. Merci beaucoup, Inès, pour le travail colossal que tu nous as présenté aujourd'hui. Cassandra vous a partagé dans le chat le document PDF que vous pouvez voir tous les résultats. Ah, ça va encore plus loin que ce que Inès vous présentait parce que sinon, on aurait passé tout l'après-midi ici. Sachez aussi que le document va être disponible imprimé dans les prochaines semaines, là, 2 semaines. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez avoir ce document-là. On va l'offrir gratuitement pour tout le monde qui souhaite le consulter. Finalement, on remercie toutes les personnes participantes pour les témoignages. Ça a vraiment été inspirant, ça a été touchant. C'est vraiment une richesse de voir toutes les personnes qui ont partagé des moments vulnérables avec nous, puis des moments aussi positifs et de souhaits et d'optimisme pour l'avenir. Donc, on remercie aussi toutes les personnes qui ont travaillé de proche ou de loin derrière ce projet. Tash Anadi, Eugénie, Cassandra et Inès, évidemment. Et merci à nos partenaires du projet, Lynn Chamberlain, Émilie Morin, Valérie Simon et Marie Geoffroy. La traduction, Andrea et Joanne. Et finalement, le design de Jaskiran Studio. Et finalement, on finit par remercier notre bailleur de fonds, Femmes et Égalité des genres. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là.